Salut. Vous avez probablement constaté, comme tous les Congolais d'ailleurs, que toutes les grèves annoncées ou amorcées ont été soit étouffées, soit boycottées, alors que les revendications sociales demeurent insatisfaites. On rappelle, dans les mairies au Congo-Brazzaville, les agents accusent aujourd'hui plus de 50 mois d'arriérés de salaire. Les retraités sont à plus de 30 mois de pension impayée. Les étudiants congolais à l'étranger accumulent 3 ans sans bourse. Il faut ajouter à cela le personnel de santé dans les hôpitaux Congo-Brazzaville qui revendique 22 mois de salaire impayé. Qu'est-ce qui expliquerait que pour moins que ce que je viens de numérer, les syndicalistes des années 60 aient réussi leur grève, et ceux d'ailleurs aussi des années 90? Voilà qui est au centre de notre réflexion aujourd'hui avec M. Didier Mouni Ivolo. Il est membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi TLR TV pour suivre Droit de savoir. Bonjour, Monsieur Didier Mouni-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci de m'avoir invité pour essayer d'éclairer notre population qui ne cesse de souffrir des dérives du pouvoir. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Soyez donc le bienvenu. Alors, Monsieur Mouni-Volo, dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous fassiez ou nous esquissiez un aperçu sur la situation socio-économique du Congo, actuellement parlant. Alors, actuellement, s'il faut décrire la situation du Congo, évidemment, les qualificatifs et les adjectifs me manquent. Généralement, on a coutume de dire le pays est à terre, le pays est en voie d'appauvrissement, le pays ne va pas bien, les gens souffrent. Mais au Congo, la situation économique, sociale, politique dépasse tous les superlatifs. Je me souviens lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies, dans l'un des rapports qu'il avait produit, puisque les Nations Unies produisent des rapports annuels, Kofi Annan s'était alarmé en disant l'Afrique noire, bon, vous voyez bien qu'il ne parlait pas de toute l'Afrique, mais de l'Afrique noire, était la seule partie du monde qui non seulement restait pauvre, mais était en train de s'appauvrir. Et donc, déjà, lorsqu'il est secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan s'était rendu déjà compte et avait déjà tiré la sonnette d'alarme pour dire que cette partie du monde qu'on appelle l'Afrique au sud du Sahara ou l'Afrique noire, au lieu de suivre le rythme mondial, non pas d'avoir la même croissance que tout le monde, mais était en train de s'appauvrir. Et lorsqu'on voit la situation du Congo aujourd'hui, on ne peut que être triste de voir qu'il n'y a plus de scolarité. Si je prends un exemple, le département du Poul, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997, vous avez des larges contrées dans le département du Poul où les enfants ne sont plus jamais allés à l'école. Or, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans au Poul, dans certaines zones, il n'y a pas de scolarité, si on pourrait parler même de tout le département du Poul. Sur le plan économique, les entreprises ont fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, très peu de Congolais connaissent ce que c'est le travail. Les Congolais vivent dans une situation économique lamentable. Lorsque, dans le mot introductif, vous citez le nombre de mois d'arriérés de salaire, des pensions et de bourses, il faut se poser la question, comment ces gens font pour vivre? Moi, je leur tire le chapeau. Je me demande, peut-être qu'un jour, vous puissiez faire une émission en allant voir comment, au quotidien, les ménages au Congo vivent. Sur le plan sanitaire, alors, lorsque un médecin n'est pas payé depuis plusieurs années, est-ce qu'il a encore la volonté d'aller au travail? Je rappelle pour ceux qui ont vécu la situation sous Sassou 1, la crise économique avait fait déjà que chaque médecin, chaque infirmier du quartier avait transformé une chambre chez lui en clinique. On se souvient de cette réalité. On parlerait des enseignants, c'était déjà la même chose. À la fin du pouvoir de Sassou Nguesso, certains enseignants avaient transformé une chambre de leur maison en école privée. Et les enseignants étaient absents dans le service public parce qu'ils enseignaient dans des écoles privées. Mais que voulez-vous? Si vous voulez que les enseignants soient présents, si vous voulez que le corps médical soit là où les populations l'attendent,
Il faut bien que les salaires soient payés et il faut revoir le niveau de vie des salariés congolais. Donc la situation, elle est catastrophique. On ne peut pas, la situation est lamentable. Et donc aujourd'hui, force est de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais puissent encore avoir cet espoir d'un pays où il faisait bon vivre. Brazza la verte, mais regardez Brazzaville aujourd'hui, Ponton la belle. Moi, j'ai connu cette époque où on chantait Ponton la belle, Brazza la verte. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de l'assainissement public, où vous avez des poubelles qui jouxtent le marché, moi, je me souviens des amis qui me disent, mais nous ici, on souffre de la fièvre typhoïde et on prend des traitements, ça semble se calmer, mais ça revient. Et évidemment, la fièvre typhoïde est le symptôme même. C'est la preuve que les villes sont sales, les mêmes mouches qui se posent sur les poubelles se posent encore sur les produits alimentaires. Donc la situation est catastrophique. Vous avez dit la situation est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les fonctionnaires congolais de quelques secteurs d'activité, qu'ils soient, tentent de revendiquer leurs droits sociaux, malheureusement, sans succès. Peut-on penser à l'inconsistance, allais-je dire, des revendications ou simplement c'est la volonté du régime à vouloir marcher sur les droits sociaux des travailleurs? Je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais sérieux se rend compte que Denis Sassou Nguesso déteste les Congolais, du nord comme au sud, comme du sud, de l'ouest comme de l'est, c'est-à-dire de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono. Sassou Nguesso n'a jamais aimé les Congolais. Et donc, quand il est revenu au pouvoir, il est revenu avec une vengeance, la vengeance de détruire le Congo, de s'enrichir, d'enrichir ses enfants, sa famille, ses amis. Et c'est la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je me souviens alors étudiant au département de politique internationale à Shanghai, j'avais dit aux amis africains et congolais de Brazzaville qui étaient avec nous à cette époque-là, que vous avez applaudi le retour de Sassou au pouvoir, ce que Sassou fera du Congo, même au plus profond de l'enfer. Les gens seront, en tout cas les âmes qui y vivent seront très étonnées. Parce que je savais, monsieur Christian Perrin, que la situation actuelle, c'est là où Sassou va nous emmener. Donc, est-ce une volonté de nuire aux Congolais? Oui, Sassou a une volonté de nuire aux populations congolaises de tout le Congo. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso n'a jamais digéré son échec de 92. L'échec électoral de 1992, Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais pardonné aux Congolais. Et aujourd'hui, il est en position d'un président de la République vengeur. Et c'est pour ça qu'il met en place un système pour détruire le Congo tout simplement. Détruire le Congo, un système qui est mis en place par Denis Sassou Nguesso depuis son tour au pouvoir par les armes, tout le monde le sait. Et nous disions d'ailleurs d'entrée de jeu, les salariés en fait ont parlé des agents, des mairies au Congo-Brazzaville qui accusent aujourd'hui 50 mois d'arriérés de salaire. Les étudiants n'en parlons plus, c'est plus de 3 ans sans bourse. Les retraités, nous sommes en train de vivre cette situation au quotidien. Aujourd'hui, c'est plus de 30 mois de pension impayés. Je souhaiterais plutôt vous proposer cet extrait de reportage, ou poursuivre bien entendu, un cri de détresse des fonctionnaires retraités congolais, et on reviendra sur le plateau pour la suite de notre émission. Nous sommes en misérables. Ceux qui dirigent sont des Congolais. Ils dirigent qui? Les Congolais. Ils font souffrir qui? Les Congolais. On ne peut pas développer. Ils le savent eux-mêmes. Je vous en prie que s'il fallait doser ça par... si c'était la fièvre, on fait passer le thermomètre, non? Ce thermomètre-là se serait déjà éclaté. Parce que c'est là, c'est l'hécatombe. Nous vivons comme si nous ne vivons. C'est-à-dire qu'on regrette pourquoi on est né. Nous regrettons pourquoi nous sommes nés. Et pourquoi nous avons travaillé. Je vois quand quelqu'un va travailler, il cotise. La cotisation, là, pour moi, je crois que sert pour payer ceux qui sont retraités. Et d'autres qui seront retraités, leur paie est assurée par ceux qui viennent, qui travaillent. On paye les gens, mais on ne sait pas pourquoi. Je ne connais même plus les mois. Et on a commencé maintenant, quand on nous jette un mois, là, on ne sait pas
C'est écrit dans le bulletin, mais ce n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la chronologie des mois qu'ils nous doivent. Pour nous embrouiller certainement. Même là, j'attire l'attention des autres. Ils doivent faire très attention. Sinon, on risquerait de nous dire qu'on ne vous doit que 2 mois. À ce jour, nous sommes en train de croupir. Les enfants, jusqu'à la fin, là, ne vont pas à l'école. Les locataires, ce sont les propriétaires des cases, des maisons, qui viennent maintenant balayer. Vous avez déjà vu un bailleur qui vient lui-même balayer la maison. Mais c'est pour attirer votre attention que j'existe, je suis là. Et il vous fout du bruit tous les jours. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent dans les maladies cardiaques. Vous comprenez? On a beaucoup de mots, on ne nous paye pas. Hein? Ce n'est pas de la blague. Et là, pour nous embrouiller, on dit allez ouvrir les comptes en banque. Attendez. Vous m'avez payé sur 2 ans, vous me payez un arriéré. Et si j'ai encore l'argent pour aller ouvrir le compte en banque, les 2000 là, au lieu que je mange mon fumbu, moi je vais aller ouvrir un compte pour nous savoir quand est-ce qu'on va encore me payer. Mais non. C'est difficile, inexplicable. Je ne sais pas pourquoi, alors que pendant que nous étions en exercice, nous avons régulièrement cotisé. Et en fin de compte, on ne sait pas ce qui se passe. Seul le gouvernement ou les gouvernements peuvent nous expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas payer les retraités. En même temps qu'on paye les fonctionnaires actifs, et ces mêmes fonctionnaires cotisent. Il y a une ponction qui se fait à la base, mais en contrepartie, les retraités, eux, ils ne sont pas payés. On se demande bien pourquoi. Donc, il n'y a que le gouvernement pour expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous vivons la galère, c'est difficile. Il y a des gens qui meurent même par stress, parce qu'ils n'ont pas eu leur argent, ils ont cotisé. Bon, vous imaginez des gens qui partent de loin, de l'intérieur du pays pour venir percevoir la pension, ou même suivre. Le fisc, le dossier, c'est difficile. Rien que pour faire le dossier, ça coûte de l'argent. Mais comment voulez-vous quelqu'un puisse avoir de l'argent pour faire le dossier s'il n'en a pas déjà? Alors, donc c'est difficile, c'est difficile. On est martyrisé. Hein? On est martyrisé. Monsieur Mouni Volo, vous venez de suivre avec moi l'extrait de ce reportage, un cri de détresse des fonctionnaires retraités. Et là, ils étaient encore à 16 mois de pension non payée. À la date d'aujourd'hui, sinon maintenant, au moment où nous sommes en plein entretien, en septembre 2021, les retraités congolais accusent plus de 30 mois de pension impayée. Quelle analyse faites-vous donc de l'inefficacité, j'allais dire de l'incompétence des syndicats qui n'arrivent finalement plus à protéger les intérêts, sinon à défendre les intérêts des travailleurs et des retraités? Vous parlez de l'incompétence, c'est possible, mais moi je parlerais plutôt de la complicité. Parce que si ce n'est qu'une question de compétence, dans ce cas, il faut que les membres adhérents des centrales syndicales aillent vers les assemblées générales et changent les responsables de leur syndicat. Parce qu'il y a 2 choses, soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la compromission. Parce que si un responsable qui dirige un syndicat est incompétent pour faire son travail, eh bien, il laisse tomber. D'ailleurs, Monsieur Christian Perrin, j'aimerais en quelques mots rappeler c'est quoi un syndicat. Le syndicalisme n'a toujours pas existé. Le syndicalisme est né avec le travail salarié. Et des fois, j'ai posé des questions à Denis Sassou Nguesso. Au Congo, c'est quoi le travail salarié? Alors, à quel moment on parle, puisque vous parlez des salariés, nous parlons tous des salariés et des retraités. Mais les salariés, ce sont des gens qui travaillent, qui vendent leur force de travail et en contrepartie, ils perçoivent un salaire. Et ce mouvement est né avec la révolution industrielle. Sauf que chaque salarié ne peut pas individuellement défendre ses droits vis-à-vis du patronat. Et donc, les salariés se sont constitués en des groupements qu'on a qualifiés de syndicats. Et à la tête des groupements, vous avez des responsables qui se sont engagés de mener la lutte vers la défense des droits des salariés, c'est-à-dire les conditions de travail, le niveau de rémunération qui doit être en adéquation avec le niveau de vie dans la société, dans le pays, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des arriérés des salaires, des bourses et des pensions,
Et ça remonte depuis plusieurs années. Il y a, semble-t-il, des mouvements de grève qui sont décidés. Soit ça commence, mais ça se termine sans qu'on ne sache quel a été le résultat, ou soit ça ne commence même pas. Alors pourquoi là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les membres adhérents de chaque syndicat qui doivent interpeller les responsables des syndicats pour comprendre pourquoi ces échecs. À mon niveau et au regard de tout ce que nous pouvons entendre comme information à Brazzaville, mais aussi qui circule hors de Brazzaville, c'est qu'il y a une entente cordiale, mafieuse, entre le pouvoir en place et certains responsables syndicaux. Mais il ne m'appartient pas à moi de le prouver. Il appartient aux membres adhérents de chaque syndicat de repartir vers leurs responsables et de leur poser des questions et de leur demander de rendre compte. Vous savez, c'est très important dans une démocratie que les populations demandent des comptes aux dirigeants, que les membres adhérents d'un syndicat demandent des comptes aux responsables de leur syndicat. Pourquoi la grève échoue? Pourquoi qu'il s'agisse du syndicat de l'université, des syndicats de mairie, des enseignants, du monde médical, il faut que les adhérents puissent quand même secouer, excusez-moi d'utiliser ce mot, puissent secouer leurs responsables pour leur dire « rendez-nous des comptes ». Parce qu'ils viennent, ils lisent des textes, mais ils ne disent jamais comment ils sont allés négocier, qu'est-ce qui a été dit et quelle organisation on va mettre en place pour épurer les arriérés de salaire, de pension et de bourse. Je pense qu'il y a une question de la méthodologie à revoir dans le fonctionnement des syndicats. Et les responsables syndicaux doivent rendre compte et les militants ou les membres de ces syndicats doivent demander des comptes à leurs responsables parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il s'agit quand même des familles qui souffrent. Il s'agit quand même des familles en grande détresse. Et lorsque je parle de la compromission, parce que si je suis moi responsable d'un syndicat et qu'on a décidé d'un mot d'ordre de grève, au nom de quoi je ferai machine arrière si moi-même je n'y touche pas mon compte? Parce que si je suis secrétaire général de tel syndicat, de retraités, de fonctionnaires de santé, des enseignants ou de quelle autre corporation, je suis moi aussi concerné par les arriérés de bourse, de salaire, de pension. Mais si je lève le mot d'ordre de grève ou si je fais machine arrière, ça veut dire que j'ai été satisfait. Mais j'ai été satisfait comment? Parce que derrière tout ça, on parle quand même des sommes d'argent versées aux responsables syndicaux pour qu'ils mettent fin au mouvement de grève. Donc, les responsables syndicaux se voient octroyer des salaires occultes, on entend parler de l'ordre de 3 millions de francs CFA par mois, et pendant ces temps, vous qui êtes membre de ces syndicats, vous qui climez, qui souffrez avec votre famille, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas soigner vos enfants quand ils sont malades. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Eh bien, vous demandez des comptes. Vous demandez aux gens de vous rendre des comptes. Vous vous soulevez déjà contre vos centrales syndicales. Évidemment, vous dites bien aux travailleurs de demander les comptes à leurs responsables. Et ici, je vais prendre un exemple. Par exemple, c'est la CSTC, où bon, je connais bien les membres qui font partie de ce syndicat. Steph Bakandila, par exemple, qui est le président par intérim. Il y a Elo Bello-Bellan, vous avez Paul Moudjengele, vous avez Jules César Bandelo. Alors, tout ce monde autour de ce syndicat, finalement, qui n'a jamais réussi à prévaloir, par exemple, une grève ou à défendre les intérêts des travailleurs. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce que les adhérents de ces syndicats, par exemple, les travailleurs, ne bouteraient pas dehors ces hommes-là, ces personnes qui, aujourd'hui, ont montré leurs limites? C'est toute la question dans notre pays, Monsieur Perrin, dans tous les secteurs d'activité, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on parlerait du gouvernement aussi. Vous avez Monsieur Colino Makosso, Premier ministre, qui a fait un voyage, semble-t-il, pour venir rencontrer les hommes politiques et le monde des affaires en France, qui est rentré au Congo. À ce jour, nous attendons les entreprises qu'on va créer au Congo et la création de l'emploi. Alors, évidemment, les journalistes que vous venez de citer, pourquoi ils n'arrivent pas déjà à bien faire leur travail de représentation syndicale, mais surtout pourquoi les membres de ces syndicats ne leur demandent pas de compte. Selon les informations que nous avons
reçu, ces responsables syndicaux feraient partie d'un groupe des gens organisés avec le pouvoir, avec comme objectif de briser les grèves. Vous avez à la fois les agents de la DST. L'acide, les agents de l'acide, vous parlez de la DST. Vous avez des agents de la DST, donc tout un service de sécurité organisé, coordonné, avec quelques représentants syndicaux qui ont comme mot d'ordre d'aller espionner certains responsables, pas que syndicaux, et même de la société civile. Parce qu'on peut s'interroger des mouvements de grève qui commencent et qui n'arrivent jamais au bout et qui font picht, pour ne pas reprendre l'expression de Jacques Chirac. Et aujourd'hui, les Congolais sont étonnés de voir cette façon de faire. Donc, les groupuscules ont pour habitude de faire parvenir, soit au ministère de l'Intérieur, soit à la présidence de la République, la liste des plus ardents, des membres du syndicat les plus engagés, pour que soit qu'ils soient neutralisés bien avant le mouvement de grève, soit qu'ils soient arrêtés au moment où ils se rendent dans le lieu de grève, ou tout simplement qu'on leur propose de la corruption. D'un côté, il y a une pression sécuritaire qui est exercée sur les membres les plus engagés et une proposition d'enveloppe. On connaît le comportement du pouvoir de Brazzaville quant à corrompre. Mais je reviens encore une fois de plus à l'attitude des membres de ces syndicats. Lorsque vous avez Steph Bakandila en face de vous, mais posez-lui la question, demandez-lui des comptes. Je reviens à... Vous savez, l'être humain, peu importe à quel niveau il se situe, s'il n'y a pas cet exercice de rendre compte, il se laisse aller à la corruption, il se laisse aller à n'importe quoi. Donc, je reviens à l'action militante des membres des syndicats. C'est une action qui est prioritaire, de demander des comptes et soit de se révolter contre ces responsables syndicaux, soit les pousser à faire leur travail. Mais je pense que la première solution serait meilleure puisque je ne crois pas aujourd'hui à un changement de comportement des responsables syndicaux au Congo. Oui, mais puisque leur complicité avec ce qui nous est remonté comme information, qu'ils seraient en complicité avec certains services de renseignement, plonge finalement les travailleurs congolais dans une misère abjecte. Je parlerai même de crimes. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, par exemple, d'engager des poursuites judiciaires contre ces personnes, ces responsables des syndicats pour, je dirais, associations aux organisations criminelles? Parce que c'est quand même un crime que de laisser les travailleurs pendant 50 mois sans salaire, 22 mois sans salaire, 30 mois sans pension. C'est quand même des crimes. Dans un pays, dans un état de droit, on pourrait citer tous les textes, mais le premier d'entre eux, c'est la Constitution. Dans la Constitution, quand vous lisez les articles sur les droits et libertés des citoyens, l'État s'engage à prendre en charge sa population. Donc aujourd'hui, ce serait difficile, en tout cas quand on voit la situation du Congo, d'engager des poursuites contre les responsables de ces syndicats. Plusieurs fois, pour autre chose, j'ai souvent interpellé le procureur de Brazzaville pour engager des enquêtes sur telle ou telle situation au niveau du Congo. Par contre, il peut s'agir là du rôle du Parlement, de mettre en place les commissions parlementaires. Mais je sais d'avance que tout ça ne se fera pas. Et la seule solution aujourd'hui, c'est, je pense que dans la situation globale du Congo, c'est d'une révolution dont nous avons besoin. Il ne s'agit plus de trouver des solutions minuscules, parce que au grand mot, les grands remèdes. Et le grand remède aujourd'hui, c'est que les retraités, les travailleurs, les étudiants ne peuvent pas faire autre chose que se soulever pour changer à la fois de régime et de système. Peu importe ce que nous allons mettre en place, le niveau de corruption au Congo est tel que, en tout cas, ça ne marchera pas. Et je peux rappeler ici, vous l'avez dit au début de l'émission, M. Perrin, en 1963, lorsque les syndicats se soulèvent contre Youlou, mais la situation était 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Ce que les Congolais vivent aujourd'hui,
Moi, j'aimerais bien ceux qui ont vécu la révolution des 13, 14, 15 août 1963 qu'ils prennent la parole, qu'ils viennent expliquer aux Congolais. En 1963, le Congo avait l'argent. Les syndicats s'étaient révoltés, mais on avait quand même une situation sociale, une situation économique, c'est beaucoup, mais vraiment 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. En 1960, lorsque Massamba Deba perd le pouvoir en 69 et que les syndicats jouent un rôle primordial dans la chute de Massamba Deba aussi, mais là, Massamba Deba quitte le pouvoir, il laisse un trésor public rempli de lingots d'or. Ça, c'est pas moi qui le dis. Nous étions enfants, nos parents nous le disaient, que lorsqu'on voulait voir les lingots d'or, on amenait les gens au trésor public pour voir les lingots d'or. Quand on voulait voir les pointes d'ivoire, on amenait les gens au Congo voir les pointes d'ivoire. Moi, j'ai rencontré des anciens, comme on les appelle chez nous, qui nous racontaient qu'à l'époque de Massamba Deba, lorsqu'il rentrait de mission, il reversait l'argent qui restait au trésor public. Il partait reverser au trésor public, il remplissait une fiche, il signait. Or, aujourd'hui, on apprend que des gens sont arrêtés avec 300 millions d'euros à l'aéroport de Roissy et tout ça passe comme si… Voilà. La situation en 69 était déjà 1000 fois mieux qu'aujourd'hui, mais Massamba Deba est tombé. Alors, il faut donc se poser la question, avec tout ce que nous voyons à Brazzaville aujourd'hui, comment se fait-il que les syndicats n'arrivent pas? C'est pour ça que je parle de la compromission, de la trahison. C'est une trahison vis-à-vis des adhérents de ces syndicats. Je rappelle ici, nous avons tous vécu les débuts des années 1990, et moi j'ai encore en mémoire le travail mené par le plus grand syndicaliste que le Congo n'a jamais eu, c'est M. Bokamba Yangouma. Si Denis Sassou Nguesso est tombé, c'est plus par l'action syndicale de Bokamba Yangouma. Et l'armée, à l'époque, est républicaine. L'armée n'est pas rangée derrière un pouvoir corrompu, un pouvoir menteur, un pouvoir voleur. Je vous répète là les mots du grand général congolais, le général Mokoko. Et Mokoko, à l'époque, il est chef d'état-major. Et c'est lui qui protège l'action syndicale. Donc, il y a eu une coordination des forces vives au Congo. Et aujourd'hui, la situation est tellement catastrophique, mais la réponse des syndicats devrait être aussi forte à la hauteur de la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, quand on voit le recul systématique des syndicats, c'est pour cela que je parle d'un côté de ce groupe sécuritaire mis en place pour étouffer, pour mater les syndicalistes les plus engagés, mais de l'autre, la corruption qui est mise en place pour que les gens acceptent les enveloppes et étouffent les grèves. Et donc, il revient donc aux Congolais et plus particulièrement aux adhérents des syndicats de réagir, de demander des comptes et de se soulever. Ça, c'est très important. La récente grève à l'université Mariangouabi, nous avons tous suivi sur les médias, la grève était pratiquement amorcée, mais elle a été finalement désamorcée par le Premier ministre actuel, Anatole Kouliné-Makosso, par simple promesse, bien sûr, de paiement de 4 mois de salaire sur 6 qui étaient revendiqués. Et voilà, la grève a apparemment été levée. Mais nous apprenons également, parce que c'est cet aspect qui me paraît important, que pendant ce processus, il nous a été remonté comme information qu'une liste des agents qui devraient assurer le service minimum aurait été envoyée à la présidence de la République. Ma question était de savoir en quoi et pourquoi la présidence de la République s'immiscerait-elle dans la gouvernance syndicale. Cela a toujours été les pratiques de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, tout part de la présidence, tout revient à la présidence de la République. Et c'est pour cela qu'on doit s'interroger sur le régime et le système politique au Congo. Donc, c'est quand même grave et c'est dangereux que des listes des Congolais, soient-ils syndicats ou salariés, puissent arriver à la présidence de la République. Alors, on demande la liste de ceux qui assurent le service minimum. Mais ce comportement renvoie à celui qu'on a vu il y a quelques années, lorsque Denis Sassou Nguesso, au moment déjà des grèves, déboule comme ça à la mairie de Brazzaville et constate qu'il y avait beaucoup d'agents qui n'étaient pas présents parce qu'il y avait un mouvement de grève. Et puis, dans une attitude de violence, dit aux agents qui étaient là, faites-moi la liste de tous ceux qui ne sont pas, envoyez-moi la liste et on va les virer de la fonction publique.
Il est le président de la République, mais il sait aussi que la loi ne l'autorise pas. Et ça, il faut que les Congolais comprennent. On peut être président de la République, mais la loi n'autorise pas Denis Sassou Nguesso à virer les gens de la fonction publique. Je reprends là ces mots, hein, à virer les gens de la fonction publique juste parce qu'il a signé un bout de papier. Il y a une procédure disciplinaire lorsqu'on doit exclure un agent de la fonction publique. Il y a une procédure disciplinaire, mais ce n'est pas le président qui en est le décideur. Donc c'est des confusions dans notre pays où on va, comment on appelle ça, on va brutaliser les gens, on va les intimider en envoyant les listes pour que ces gens, à la fin, soit ils sont brutalisés ou soit ils acceptent la corruption. Lorsqu'il y a un mouvement de grève, la négociation se passe entre les centrales syndicales et le gouvernement. Le président n'a pas à recevoir la liste des salariés ou des représentants des syndicats. On a un ministère du travail et c'est le rôle du ministère du travail de négocier avec les syndicats. Ou sinon, si le ministre du Travail est incompétent, eh c'est le rôle de Colline Makosso. Mais ce qui m'a étonné, M. Perrin, c'est que les responsables syndicaux lèvent une grève sur la base des promesses. On se bat pour 6 mois, on promet 4 mois et on lève la grève. Non, ça aussi c'est une grande première que les responsables syndicaux congolais créent. On lève la grève lorsque le gouvernement satisfait déjà une partie des revendications. C'est-à-dire, il faut que le versement de 4 mois de salaire soit effectif, que les salariés touchent cet argent dans leur compte, en tout cas, ils les ont même, j'irais même dans leur poche, et à ce moment-là, on lève la grève, mais si le gouvernement ne respecte pas le calendrier, on revient encore, on déclenche encore une grève. Et en parlant de l'université Mariam Wabi, il semblerait que, après vérification au Trésor public, les 4 mois ont bien été débloqués, mais soit ça a disparu au niveau du portail du Trésor public, soit les sommes ont disparu entre le portail et l'université Mariam Wabi, ou les sommes ont disparu à l'université. Mais vous savez, au Congo, on nous crée toujours des situations que vous ne trouvez dans aucun livre de finance ou de sciences économiques ou de sciences politiques. Et là aussi, les membres adhérents de ces syndicats doivent demander des comptes à leurs responsables. Où est passé cet argent? Et là, je reviens au procureur de la République. Que l'information soit fausse ou non. Mais dès lors qu'il y a une telle information, il appartient au procureur de la République d'ouvrir une enquête. Si elle est fausse, il dira c'est faux, on laisse tomber. Et plus loin encore, les parlementaires congolais, qu'ils soient du PCT, de l'UPADS, de l'UDR Mwinda ou de n'importe quel parti, doivent même demander des enquêtes parlementaires, si vous voulez que les choses évoluent, pour vérifier ce qui se passe, interroger à la fois les membres du gouvernement, mais aussi les responsables des services concernés, et produire un rapport parlementaire pour dire est-ce que le système, le fonctionnement actuel marche, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi? Mais là, on est dans une espèce de poubelle. Mais vraiment, quand j'entends ce qui se passe dans mon pays, c'est une espèce de poubelle. L'argent a disparu. Mais l'argent a disparu comment? Et les familles, les membres adhérents des syndicats continuent de souffrir. Vous avez le droit de refuser de souffrir en demandant des comptes à vos responsables. Ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure de la liste qui aurait été envoyée à la présidence de la République, et c'est là que nous apprenons également, par les indiscrétions bien sûr, qu'il y aurait, comme vous avez commencé d'ailleurs à le dire, il y aurait une cellule qui serait dirigé ou managé par Firmin Aïssa, qui contrôle un peu les syndicats au Congo-Brazzaville. Et là-bas, pour les syndicalistes ou bien les syndicats qui ne composent pas avec cette cellule, généralement, ils seraient traqués par le pouvoir. Alors, ma question est de savoir, face à de telles pratiques, quelle alternative pour, je ne veux plus dire les syndicats ou les responsables syndicaux, mais pour les travailleurs, parce que, comme vous avez su le dire, on ne peut plus compter sur ces responsables, sur ces syndicats qui, au vu de tout le monde, ont prouvé leur soit incompétence, soit complicité avec le régime en place. Quelle alternative pour les travailleurs ou pour les Congolais? La première chose que je demande aux salariés congolais, puisque aujourd'hui, je pense on le sait maintenant, que
que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée. Alors, je ne mets pas tout le monde là-dedans, mais il y a des responsables de police, des services secrets, de la police nationale, de la gendarmerie, y compris même de l'armée, qui sont concernés par cette grossupuscule qui mate, en tout cas, que ce soit les syndicats et même la société civile. La première chose que je vais demander, c'est que les gens arrêtent de travailler, M. Perrin. Pourquoi je demande aux gens d'arrêter de travailler et de rester chez eux? Mais déjà parce que au Congo, nous violons toutes les lois qui définissent ce qu'est le salariat. Le salariat, je le répète, ce sont des gens qui vont travailler, qui ne sont pas propriétaires de l'outil de travail, mais qui vont travailler et en contrepartie, on doit leur verser un salaire. Mais pourquoi j'irai travailler pendant 16 mois, pendant 50 mois, alors que je ne suis pas payé? Mais dans ce cas, quelle est la différence entre rester chez moi et aller travailler et ne pas être payé? Je reste chez moi. Il faut qu'on se pose aussi des questions en tant qu'intellectuel. À quoi sert le travail au Congo si ce travail ne produit pas de quoi faire vivre les gens? J'ai vu récemment le ministre Tister Tikaya visiter une société pétrolière appartenant, je crois, à la Chine, si je ne me trompe pas, et qui, les salariés cumulent des mois de retard de salaire. Donc, vous avez une société qui continue à prendre le pétrole au Congo, qui prend quand même une matière première qui existe. Ce n'est pas fantasmé, le pétrole, ça existe. Donc, une entreprise qui fait du bénéfice avec ce pétrole-là, mais qui ne paye pas les salariés congolais, et les syndicats sont là, ils regardent. C'est quand même étonnant. Alors, c'est quoi le salariat si les gens ne sont pas payés? Donc, je demande que les gens restent chez eux, qu'ils n'aillent pas travailler, et puis, une fois de plus, il faut que les gens se soulèvent, mon Dieu. Il faut que les gens se soulèvent contre les responsables syndicaux. Et il faut que les gens se soulèvent contre ce régime. Quelle est la solution? Je rappelle en quelques mots la situation de 90-92, 1992. Lorsque Bokamba Yangouma donnait un mot d'ordre de grève, c'était suivi. Mais c'était suivi aussi parce qu'il y avait une concordance entre la pensée de Bokamba Yangouma, la réalité de la vie sociale et le comportement des forces de l'ordre. Je rappelle qu'au début des années 90, lorsque les cheminots, le syndicat des cheminots décide de la grève à Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso envoie quand même les bérets rouges mater cette grève-là. Mais le général Mokoko, qui était en phase avec la population congolaise, a suggéré la partie de l'armée qui était républicaine, qui est allée à Pointe-Noire protéger les cheminots. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les bérets rouges sont rentrés à Brazzaville la queue entre les pattes. Quand Bokamba Yangouma décrète 3 jours de grève illimitée, mais Sassou a tremblé. Il a usé de toute sa force, mais il avait en face de lui une partie de l'armée républicaine sous les ordres du chef d'état-major, le général Mokoko, qui a refusé d'exécuter les ordres de Sassou Nguesso. Donc on peut aussi s'interroger aujourd'hui sur le rôle de l'armée par rapport à la situation que les Congolais vivent. Moi, je demande aux Congolais de se révolter contre les responsables syndicaux, de se révolter contre le pouvoir en place, et on verra quelle sera la position de l'armée. Il faut mettre les gens devant les faits accomplis. Il ne faut pas dire qu'il y a un appareil sécuritaire qui a été mis en place, donc dès qu'on essaye, mais c'est parce que c'est 1, 2, 3 personnes. Mais surtout, si c'est tout le peuple qui se soulève comme ça, et vous croyez que l'armée fera face? L'armée ne pourra pas tirer sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vous-même parlé, quelle est la position du droit international? Mais le droit international sera forcément du côté de la population. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas une seule armée au monde, soit-elle l'armée américaine ou l'armée russe, qui pourra tirer sur les populations sans en subir les conséquences de toute la communauté internationale. Je vous en donne ma parole. Et si les Congolais doutent, qu'ils essaient de se soulever et ils verront. Aucun militaire ne tirera sur la population à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kakamweka, à Owando, à Betou, à Wesso, si toute la population se soulève. C'est un leurre, c'est un mensonge, ce que certains partis politiques vous disent, oui, mais Sassou a des militaires. C'est faux. C'est faux. Ben Ali n'avait pas de militaires. Ceux qui se soulèvent, les populations qui se sont soulevées au Burkina Faso, le Burkina n'avait pas de militaires. Sans vouloir faire trop de digressions, je rappelle que la France avait proposé à Ben Ali le concours de CRS français parce que les CRS tunisiens n'y arrivaient pas. Eh bien, ça a coûté la carrière politique de Ali Omari. On se souvient qu'Ali Omari à l'Assemblée avait dit « nous proposons ». Au final, la réaction était que sa carrière politique avait pris fin. Il faut mettre les militaires congolais au défi.
le peuple congolais doit mettre l'appareil sécuritaire de Sassou Nguesso au défi. Il faut se soulever et on verra ce qu'il va faire. Et on verra ce qu'il va faire. Je crois que c'est par là que nous mettrons donc fin à notre émission aujourd'hui. Merci Monsieur Mouni Volo d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. À vos chers téléspectateurs, ça a été un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information Ténère TV, mais surtout, n'oubliez jamais, et je vous le rappellerai tout le temps, de liker et de partager nos émissions. Cela nous aidera beaucoup à améliorer nos performances. Je vous retrouve donc prochainement, mais nous avons, portez-vous bien. Merci.